republié Jean Genet en français et dans une traduction en arabe de M. Berada, qui est ici présent. Et cet entretien de Leila Chahid, traduit par Mohamed Hamoudan, en arabe également. C'est une histoire marocaine, puisque le Maroc est un pays en commun avec Leila Chahid et Jean Genet. Je crois qu'il aurait beaucoup aimé que son texte soit lu dans ces deux langues et ici. Nous aurons une petite discussion après cette lecture par la troupe Mémoire d'avenir du théâtre d'Arna, interprétée par Eric Valentin et Hicham Zwitny. Et ensuite, nous aurons une petite discussion à bâton rompu, parce que le texte, vous verrez, est très dense et il faut un petit peu de légèreté. Donc, notre premier souvenir va d'abord à ce saint de l'Arrache, Jean Genet. Et je voudrais aussi féliciter Hicham, puisqu'il doit donner aujourd'hui un nom à sa fille, née il y a une semaine. Et il nous fait le plaisir d'être ici pour dire cette belle langue qui est celle de Jean Genet et cette belle traduction qui est celle de Mohamed Berada. Je vous remercie. Bonsoir. Alors, je préférerais faire la lecture sans micro. Je pense que vous m'entendez au fond. Bof. On verra. Ouais. Donc, c'est pas le texte en entier, naturellement. Ce sont des extraits. Et plutôt que de lire seulement un extrait, au risque de saucissonner un peu le texte, on a pris plusieurs passages pour toutes les personnes qui ne connaîtraient pas du tout 4 heures à Châtillon. Personne. لا أحد Ni rien. لا شيء Aucune technique du récit ولا أي تقنية للكلام ne dira ce que furent les 6 mois passés par les Fédayines dans les montagnes de Gérach et d'Ajloun en Jordanie, ni surtout leur première semaine. يستطيع أن يعبر عما كانت الشهور الستة التي أمضاها الفدائيون في جبال جرس وعجلون بالأردن وما كانته الأسابيع الأولى منها بصفة خاصة. Donner un compte-rendu des événements, établir la chronologie, les réussites et les erreurs de l'OLP, d'autres l'ont fait. وبالإمكان أن نصور L'air du temps, سمت الزمن la couleur du ciel, ولون السماء de la terre et des arbres, والأرض والأشجار on pourra les dire, ولكننا لن نستطيع أبدا أن ننقل إلى الإحساس mais jamais faire sentir la légère ébriété, الثمل الخفيف la démarche au-dessus de la poussière, والخطوة فوق الغبار l'éclat des yeux, وألق العيون la transparence des rapports non seulement entre Fédayines, mais entre eux et les chefs. وشفافية العلائق ليس فقط فيما بين الفدائيين بل بينهم وبين رؤسائهم. Tout, كل شيء tous, الجميع sous les arbres, تحت الأشجار étaient frémissants, كانوا مرتعشين rieurs, ضاحكين émerveillés par une vie si nouvelle pour tous. معجبين بحياة تحمل الجدة إليهم جميعا. Et dans ces frémissements, quelque chose d'étrangement fixe. وداخل هذه الارتعاشات شيء ثابت بصورة غريبة Aux aguets, مترصد réservé, متحفظ protégé, comme quelqu'un qui prie sans rien dire. مصون مثل شخص يصلي من غير أن يتلفظ ببنت شفة. Tout était à tous. كل شيء في ملك الجميع Chacun en lui-même وكل واحد était seul. في ذاته وحيدا. وربما لم يكن كذلك على العموم. كانوا مبتسمين زائغين نظرات، وكان طول محيط المنطقة الأردنية التي انسحبوا إليها باختيار سياسي يمتد من الحدود السورية إلى السلط ويحدها نهر الأردن وطريق جرش وإربد 60 كيلومتر طولا و20 أخرى عمقا داخل منطقة جبلية وعرة مغطاة بأشجار البلوط الخضراء وبالقرى الأردنية الصغيرة وبزراعة ضئيلة. وسط الغابات وداخل الخيام المداراة عن عيون العدو كان للفدائيين وحدات من المقاتلين والأسلحة الخفيفة والنصف الثقيلة. ولما أخذ سلاح المدفعية مكانه وهو موجه خاصة ضد عمليات أردنية محتملة، شرع الجنود الشبان في صيانة أسلحتهم، فأخذوا يفكونها لتنظيفها وتشحيمها ثم يعيدون تركيبها بسرعة مفرطة
كان بعضهم ينجح في فك الأسلحة وتركيبها وعيناه معصوبتان حتى يتمكن من فعل ذلك في ظلام الليل. كان قد نشأ بين كل جندي وسلاحه علاقة حب وافتسان، وبما أن الفدائيين كانوا قد تخطوا المراهقة حديثا، فإن البندقية باعتبارها سلاحا كانت تكتسي علامة الرجولة المنتصرة وتحمل إليهم يقين الكينونة. كانت العدوانية تختفي من وجوههم والابتسامة تكشف عن الأسنان. Pour moi, qu'il soit placé dans le titre, dans le corps d'un article, sur un tract, le mot palestinien évoque immédiatement des fédayines dans un lieu précis, la Jordanie, et à une époque que l'on peut dater facilement. Octobre, novembre, décembre 70, janvier, février, mars, avril 1971. C'est à ce moment-là, et c'est là, que je connus la révolution palestinienne. ففي هذه الفترة وفي ذلك المكان عرفت الثورة الفلسطينية. Les extraordinaires évidences de ce qui avait lieu. إن الوضوح البديهي العجيب لما حدث. La force de ce bonheur d'être se nomme aussi la beauté. وقوة تلك السعادة المرافقة لوجودهم يسميان أيضا الجمال. Il se passa 10 ans et je ne sus rien d'eux, sauf que les fédayines étaient au Liban. La presse européenne parlait du peuple palestinien avec désinvolture, dédain même. Et soudain, وفجأة Beyrouth Ouest. بيروت الغربية. Une photographie à 2 dimensions. L'écran du téléviseur aussi, ni l'un ni l'autre ne peuvent être parcourus. D'un mur à l'autre d'une rue, arquée ou arc-boutée, les pieds poussant un mur et la tête s'appuyant à l'autre, les cadavres, noirs et gonflés, que je devais enjamber étaient tous palestiniens et libanais. Pour moi, comme pour ce qui restait de la population, la circulation à Shatila et à Sabra ressembla à un jeu de saute-mouton. Un enfant mort peut parfois bloquer les rues. Elles sont si étroites, presque minces, et les morts si nombreux. Leur odeur est sans doute familière aux vieillards. Elle ne m'incommodait pas. Mais que de mouches! Si je soulevais le mouchoir ou le journal arabe posé sur une tête, je les dérangeais. Rendue furieuse par mon geste, elle venait en essaim sur le dos de ma main et essayait de s'y nourrir. إن الصورة الشمسية لا تلتقط الذباب ولا رائحة الموت البيضاء والكثيفة. إنها لا تقول لنا القفزات التي يتحتم القيام بها عندما ننتقل من جثة إلى أخرى. L'amour الحب et la mort. والموت. Ces 2 termes s'associent très vite quand l'un est écrit. Il m'a fallu aller à Shatila pour percevoir l'obscénité de l'amour et l'obscénité de la mort. Les corps, dans les 2 cas, n'ont plus rien à cacher. Posture, contorsion, gestes, signes, silence même appartiennent à un monde et à l'autre. Le corps d'un homme de 30 à 35 ans était couché sur le ventre. Comme si tout le corps n'était qu'une vessie en forme d'homme, il avait gonflé sous le soleil et par la chimie de décomposition jusqu'à tendre le pantalon qui risquait d'éclater aux fesses et aux cuisses. La seule partie du visage que je pus voir était violette et noire. Un peu plus haut que le genou, la cuisse repliée montrait une plaie, sous l'étoffe déchirée. ما أصل الجرح؟ حربة أم سكين أم فأس أم خنجر؟ ذباب فوق الجرح وحوله. La tête plus grosse qu'une pastèque noire. Je demandais son nom. كان مسلم Qui est-ce? فلسطيني. انظر ما فعلوا. Il tira sur la couverture qui couvrait les pieds et une partie des jambes. Les mollets étaient nus, noirs et gonflés. Les pieds, chaussés de brodequins noirs non lacés, et les chevilles des 2 pieds étaient serrées et très fortement par le nœud d'une corde solide d'environ 3 mètres de long. Je demandai à l'homme de 40 ans si je pouvais voir le visage. إذا شئت لكن انظره أنت بنفسك. Vous voulez m'aider à tourner sa tête? لا. L'a-t-on tiré à travers les rues avec cette corde? لا أدري يا سيدي. Qui l'a lié? لا أدري يا سيدي. Les gens du commandant Haddad? لا أدري. Les Israéliens? لا أدري. Les Kataïeb? لا أدري. Vous le connaissiez? نعم. Vous l'avez vu mourir? نعم. Qui l'a tué? لا أعرف. Il s'éloigna du mort et de moi assez vite. De loin, il me regarda et il disparut dans une ruelle de traverse. أي درب سأسلكه الآن؟ كنت موزعا بين رجال في 50 وشبان في 20 وامرأتين عربيتين عجوزين، وكان لدي انطباع بأنني في مركز دوارة الرياح التي تحتوي أشعتها على مئات الكلمات. Au milieu,
Auprès d'elle, de toutes les victimes torturées, mon esprit ne peut se défaire de cette vision invisible. Le tortionnaire, comment était-il? Qui était-il? Je le vois إنني أراه et je ne le vois pas. ولا أراه. Il me crève les yeux et il n'aura jamais d'autre forme que celle que dessinent les poses, postures, gestes grotesques des morts travaillés au soleil par des nuées de mouches. Un fédéine palestinien me dit: nous sommes reliés à Israël par de nombreux courants qui nous apportent des bombes, des chars, des soldats, des fruits, des légumes. Ils emportent en Palestine nos soldats, nos enfants, en un va-et-vient continu qui ne cesse plus, comme disent-ils. Nous sommes reliés à eux depuis Abraham, dans sa descendance, dans sa langue, dans la même origine. قال لي فدائي فلسطيني: نحن موصولون بإسرائيل بعدة قنوات تحمل إلينا القنابل والدبابات والجنود والفواكه والخضر، وتحمل إلى فلسطين جنودنا وأبناءنا في جيئة وذهاب متواصلة لا تنقطع، مثلما أننا كما يقولون مرتبطون بهم منذ الرسول إبراهيم في سلالته ولغته والأصل نفسه. Bref, ajoute-t-il, ils nous envahissent, ils nous gavent, ils nous étouffent et voudraient nous embrasser. Ils disent qu'ils sont nos cousins. Ils sont très attristés de voir qu'on se détourne d'eux. Ils doivent être furieux contre nous et contre eux-mêmes. ثم أضاف باختصار: إنهم يغزوننا ويخنقون أنفاسنا ويريدون أن يحتضنوننا ويقولون بأنهم أبناء عمنا هم جد حزان إذ يرون منصرفين عنهم إنهم بالتأكيد غاضبون منا وغاضبون من أنفسهم. L'affirmation d'une beauté propre aux révolutionnaires pose pas mal de difficultés. On sait, on suppose, que les enfants jeunes ou des adolescents vivant dans des milieux anciens et sévères ont une beauté de visage, de corps, de mouvement, de regard assez proche de la beauté des fédéines. L'explication est peut-être celle-ci. Brisant les ordres archaïques, une liberté neuve se fraye à travers les peaux mortes et les pères et les grands-pères auront du mal à éteindre l'éclat des yeux, le voltage des tempes, l'allégresse du sang dans les veines. خلال ربيع العام 1971 عندما كنت أزور القواعد الفلسطينية كان الجمال منتشرا بذكاء في غابة تنعشها حرية الفدائيين. في المخيم كان الجمال مختلفا مكتوما بعد الشيء ينشر ظلاله من خلال سيادة النساء والأطفال. كانت المخيمات تتلقى نوعا من الضوء الصادر عن قواعد القتال. أما عن النساء وجمالهن فإن تفسير تألقهن سيستلزم مناقشة طويلة ومعقدة. Plus encore que les hommes, plus que les fédéines au combat, les femmes palestiniennes paraissaient assez fortes pour soutenir la résistance et accepter les nouveautés d'une révolution. Elles étaient prêtes à devenir à la fois l'épouse et la mère des héros comme elles l'étaient déjà de leurs hommes. أكثر من الرجال ومن الفدائيين في المعركة كانت النساء الفلسطينيات يبدين قادرات على مساندة المقاومة وتقبل التجديدات التي تحملها الثورة. كنا قد عصينا العادات، نظرة مباشرة مساندة لنظرة الرجل، رفض للحجاب، شعورهن مرئية وأحيانا مكشوفة تماما، أصوات دون تصدع. إن أقصر وأبسط مسعى من مساعيهن كان جزءا من زحف يسير بخطى واثقة نحو نظام جديد، وإذا فهو مجهول لديهن، لكنهن يستشعرن التحرر وكأنه حمام مطهر بالنسبة لهن وافتخار مضيء بالنسبة للرجال. كنا مستعدات لأن يصبحن فئال زوجات وأمهات للأبطال مثلما كنا كذلك من قبل بالنسبة لأزواجهن. Le choix que l'on fait d'une communauté privilégiée en dehors de la naissance, alors que l'appartenance à ce peuple est native, ce choix s'opère par la grâce d'une adhésion non raisonnée. Non que la justice n'y ait sa part, mais cette justice et toute la défense de cette communauté se font en vertu d'un attrait sentimental, peut-être même sensible, sensuel. Je suis français, mais entièrement, sans jugement, je défends les Palestiniens. Ils ont le droit pour eux puisque je les aime. Mais les aimerais-je si l'injustice n'en faisait pas un peuple vagabond? La solitude des morts dans le camp de Shatila était encore plus sensible parce qu'ils avaient des gestes et des poses dont ils ne s'étaient pas occupés. Morts n'importe comment, morts laissés à l'abandon. Cependant, dans le camp, autour de nous, toutes les affections, les tendresses, les amours flottaient à la recherche des Palestiniens qui n'y répondraient plus.
كيف نبلغ أقاربهم الخبر؟ أقاربهم الذين رحلوا مع عرفات واثقين بوعود ريغان وميتيران وبريتين الذين طمأنوهم بأن أي سوء لن يصيب سكان المخيمات المدنيين. كيف نقول بأن هناك من ساعد في ذبح الأطفال والشيوخ والنساء ثم تركوا جثثهم بدون صلاة؟ كيف نبلغهم بأننا نجهل أين قبروا؟ Les massacres n'eurent pas lieu en silence et dans l'obscurité. Éclairés par les fusées lumineuses israéliennes, les oreilles israéliennes étaient, dès le jeudi soir, à l'écoute de Shatila. Quelles fêtes, quelles bombances se sont déroulées là où la mort semblait participer aux joyeusetés des soldats ivres de vin, ivres de haine et sans doute ivres de la joie de plaire à l'armée israélienne qui écoutait, regardait, encourageait, tensait. Je n'ai pas vu cette armée israélienne à l'écoute et à l'œil, j'ai vu ce qu'elle a fait. Je l'écris à Beyrouth où peut-être, à cause du voisinage de la mort, encore à fleur de terre, tout est plus vrai qu'en France. Tout semble se passer comme si, lassé, accablé d'être un exemple, d'être intouchable, d'exploiter ce qu'il croit être devenu, la sainte inquisitoriale et vengeresse Israël avait décidé de se laisser juger froidement. Grâce à une métamorphose savante mais prévisible, le voici tel qu'il se préparait depuis longtemps. Un pouvoir temporel exécrable, colonisateur comme on ne l'ose plus guère, devenu l'instance définitive qu'il doit à sa longue malédiction autant qu'à son élection. De nombreuses questions restent posées. فإذا كان الإسرائيليون لم يزيدوا على أن أناروا المخيم واستمعوا إلى الطلقات النارية التي تشير إلى وجود ذخيرة كبيرة لكثرة ما دسته من كبسولات الرصاص عشرات الآلاف، فمن كان يطلق النار حقيقة؟ من كان وهو يقتل يخاطر بجلده؟ الكتائب، الحداديون، من وكم كان عددهم؟ أين ذهبت الأسلحة التي خلفت كل هؤلاء الموتى؟ وأين أسلحة أولئك الذين دافعوا عن أنفسهم؟ في الجزء الذي زرته في المخيم لم أرى سوى قطعتين من السلاح المضاد للدبابات غير مستعملتين. كيف دخل القتلة إلى المخيمات؟ هل كان الإسرائيليون موجودين في جميع المخارج المتحكمة في مخيم شاتيلا؟ في جميع الحالات لقد كانوا منذ يوم الخميس بمستشفى عكا مواجهين لأحد مخارج المخيم. Il faut bien savoir que les camps palestiniens de Shatila et de Sabra, c'est des kilomètres et des kilomètres de ruelles très étroites. لأن الأزقة هنا جد ضيقة إلى درجة لا يستطيع شخصان أن يتقدما فيها إلا إذا صار أحدهما مجانبا. Encombrés de gravats, de parpaings, de briques, de guenilles multicolores et sales, et la nuit, sous la lumière des fusées israéliennes qui éclairaient les camps, 15 ou 20 tireurs, même bien armés, n'auraient pas réussi à faire cette boucherie. Les tueurs ont opéré, mais nombreux, et probablement des escouades de tortionnaires qui ouvraient des crânes, taillardaient des cuisses, coupaient des bras, des mains et des doigts, traînaient au bout d'une corde des agonisants entravés, des hommes et des femmes vivants encore puisque le sang a longtemps coulé des corps, à tel point que je ne pus savoir qui, dans le couloir d'une maison, avait laissé ce ruisseau de sang séché, du fond du couloir où était la mare jusqu'au seuil où il se perdait dans la poussière. Était-ce un Palestinien, une femme, un phalangiste dont on avait évacué le corps? De Paris, surtout si l'on ignore la topographie des camps, on peut en effet douter de tout. انطلاقا من باريس يمكن عمليا أن نشك في كل شيء بخاصة إذا كنا نجهل طبوغرافية المخيمات. On peut laisser Israël affirmer que les journalistes de Jérusalem furent les premiers à annoncer le massacre. يمكننا أن نترك إسرائيل تؤكد بأن صحفيي القدس كانوا أول من أعلنوا عن المذبحة. En direction des pays arabes et en langue arabe, comment le dirent-ils? كيف أوصلوا الخبر إلى البلدان العربية وبأية لغة؟ En langue française et en anglais, comment? باللغة الإنجليزية وبالفرنسية كيف؟ Et précisément quand? وبالضبط متى؟ Quand on songe aux précautions dont on s'entoure en Occident dès qu'on constate un décès suspect, les empreintes, l'impact des balles, les autopsies et contre-expertises. À Beyrouth, à peine connu le massacre, l'armée libanaise officiellement prenait en charge les camps et les effaçait aussitôt, les ruines des maisons comme celles des corps. لم تكد المذبحة تعرف حتى أخذ الجيش اللبناني على عاتقه رسميا المخيمات فبادر إلى محوها مخفيا بذلك أطلال البيوت وبقايا الجثث. Qui ordonna cette من précipitation? أمر بذلك التعجيل؟
Après pourtant cette affirmation qui courut le monde, وقد تم ذلك بعد التأكيد الذي أذيع عبر أنحاء العالم chrétiens et musulmans se sont entretués. وهو أن المسيحيين والمسلمين قد تقاتلوا فيما بينهم. Et après que les caméras eurent enregistré la férocité de la tuerie. L'hôpital de Akka, occupé par les Israéliens en face d'une entrée de Shatila, n'est pas à 200 mètres du camp, mais à 40 mètres. Rien vu, لا أحد رأى rien entendu, لا سمع rien compris. لا فهم. Car c'est bien ce que déclare Begin à la Knesset. Des non-juifs ont massacré des non-juifs. En quoi cela nous concerne-t-il? ذلك ما أعلنه بيغن أمام الكنيس. أشخاص غير يهود ذبحوا أشخاصا غير يهود. ففي أي شيء يعنينا ذلك؟ Interrompu un moment, ma description de Shatila doit se terminer. Voici les morts que je vis en dernier, le dimanche, vers 2h de l'après-midi, quand la Croix-Rouge internationale entrait avec ses bulldozers. L'odeur cadavérique ne sortait ni d'une maison, ni d'un supplicié. لم تكن رائحة الجثث تخرج من منزل ولا من جسد منكل به. Mon corps, mon être, semblait l'émettre. بل كان يبدو لي أن جسدي وكياني هما اللذان يبعثان تلك الرائحة. Dans la rue perpendiculaire à celle où j'ai laissé les 3 morts, il y en avait un autre. Il ne bouchait pas complètement le passage, mais il se trouvait couché au début de la rue, de sorte que je dus le dépasser et me retourner pour voir ce spectacle. Assis sur une chaise, entouré de femmes et d'hommes encore jeunes qui se taisaient, sanglotait une femme, vêtement de femme arabe, qui me parut avoir 16 ou 60 ans. Elle pleurait son frère dont le corps barrait presque la rue. Je vins près d'elle. Je regardais mieux. Elle avait une écharpe nouée sous le cou. Elle pleurait. Elle se lamentait sur la mort de son frère, à côté d'elle. إن الموتى الذين أجدهم عادة وبسرعة مألوفين بل وديين لم أستطع أن أميز فيهم وأنا أنظر إلى قتل المخيمات سوى كراهية وسرور أولئك الذين قتلوهم. Les morts, qui me sont généralement très vite familiers, amicaux même. En voyant ceux des camps, je ne distinguais que la haine et la joie de ceux qui les ont tués. حفلة وحشية جرت هناك. Une fête barbare s'était déroulée là. سمر. Rage, نشوة. ivresse, رقص. danse, غناء. chant, نداء. jurons, عويل. plaintes, تأوهات. gémissements. على شرف متفرجين كانوا يضحكون وهم جالسون في الطابق الأخير من مشفى عكا. En l'honneur des voyeurs qui riaient au dernier étage de l'hôpital de Akka. Vers les 2h de l'après-midi dimanche, 3 soldats de l'armée libanaise, fusils pointés, me conduisirent à une jeep où somnolait un officier. Je lui demandai « Vous parlez français ?» English. La voix était sèche, peut-être parce que je venais de le réveiller en sursaut. Il regarda mon passeport, il dit, en français. Vous venez de là-bas? Son doigt montrait Shatila. Oui, Et vous avez vu? oui, Vous allez l'écrire. oui. Il me rendit le passeport. Il me fit signe de partir. Les 3 fusils s'abaissèrent. J'avais passé 4 heures à Shatila. لقد أمضيت 4 ساعات في شتيلة. Il restait dans ma mémoire environ 40 cadavres. وما يزال في ذاكرتي 40 جثة تقريبا. Tous, وهي كلها. je dis bien tous, وألح على أنها كلها avaient été torturés. قد تعرضت للتعذيب. Probablement dans l'ivresse, غالبا وسط نشوة المعذبين. dans les chants, وأغانيهم. les rites, وضحكاتهم. l'odeur de la poudre ووسط رائحة البارود. et déjà de la charogne. Sans doute, j'étais seul, je veux dire seul européen, avec quelques vieilles femmes palestiniennes s'accrochant encore à un chiffon blanc déchiré, avec quelques jeunes fédayines sans armes. Mais si ces 5 ou 6 êtres humains n'avaient pas été là, لو أن هؤلاء الأشخاص ال5 أو ال6 لم يكونوا موجودين هنا et que j'ai découvert cette ville abattue, واكتشفت وحدي تلك المدينة الصريعة المجندلة les Palestiniens horizontaux, والفلسطينيين الممددين أفقيا noirs et gonflés, بجثثهم السوداء المنتفخة je serais devenu fou. لكنت قد صرت مجنونا Où l'ai-je été? أم أنني صرت بالفعل مجنونا. Cette ville en miettes et par terre que j'ai vue, هل تلك المدينة المهشمة المحطمة التي رأيتها ou cru voir, أو ظننت أنني رأيتها parcouru, وتجولت فيها soulevé,
وهي محمولة portés par la puissante odeur de la mort, على رائحة الموت القوية tout cela avait-il eu lieu? كانت بالفعل موجودة. Merci. De l'inconvénient de prendre la parole après ce genre de prestation. J'aimerais que Leïla Chahid et Mohamed Berrada viennent s'asseoir ici et que nous parlions de la genèse de ce texte, de sa traduction aussi. Leïla me disait dans un courrier récent que, un petit peu avant sa mort, Jean Genet prédisait que ce texte, 4 heures à Shatila, ainsi que le texte qui suivra, reviendrait comme une bouteille à la mer, puisque il faut savoir que Le Captif amoureux et 4 heures à Shatila ont été assez mal ressentis, acceptés à leur sortie. Je voudrais que Leïla nous dise, puisqu'elle était avec Jean Genet pendant les massacres de Samra et Shatila, qu'elle nous replace un petit peu historiquement les faits et qu'elle nous révèle un petit peu la façon dont Jean Genet est revenu à l'écriture. Et ensuite, j'aimerais bien que Mohamed Berrada nous révèle la difficulté qu'il y a eu probablement à traduire un texte de Genet. Bonsoir tout le monde, bon après-midi. C'est difficile de passer de la beauté de ce magnifique palais et de la sérénité de notre matinée avec les poètes à la réalité difficile de la Palestine et de ses blessures. Mais on va essayer pour rendre hommage aux poètes, Genet aussi, et je dirais à la capacité des poètes de dire même 30 ans plus tard, 35 ans plus tard, l'histoire. Parce que c'est vrai que ce massacre a eu lieu, je rappelle, je raconte surtout aux jeunes qui n'étaient même pas nés à l'époque, que le massacre a eu lieu après 3 mois d'un des sièges les plus meurtriers que Israël ait jamais pratiqué sur un pays arabe. D'ailleurs, la seule ville arabe qui a été assiégée, bombardée, coupée de l'eau potable, coupée des vivres qui permettent aux civils de continuer à vivre, c'est Beyrouth. Il y a eu des guerres avec l'Égypte, avec la Syrie, mais on n'a jamais assiégé ni le Caire, ni Damas. Beyrouth a été assiégée avec un prétexte que Sharon a appelé paix en Galilée, c'est comme ça que s'appelait l'opération militaire. Je vous rappelle que la Galilée, c'est le nord de la Palestine, et il avait même menti à son propre premier ministre Begin en disant qu'il n'allait rentrer que 40 kilomètres pour s'assurer que les Fédaïens ne tireraient pas sur le nord d'Israël, qui est la Galilée. Or, en fait, il n'y avait pas de tir, mais comme il avait besoin d'un alibi, parce que dans sa tête, il était littéralement obsédé par l'idée de vouloir prendre Arafat, vivant ou mort, et il avait échoué jusqu'alors, donc il s'est dit, maintenant je vais avoir une occasion. Et surtout, il espérait qu'au Liban, lui, Sharon, pourrait installer un gouvernement pro-israélien avec le soutien des phalangistes et des forces libanaises, qui sont 2 milices qui avaient pris part à la guerre civile depuis 1975,
qu'il avait invité en Israël, qu'il avait entraîné militairement, qu'il avait bien noyauté et qu'il a fait élire d'ailleurs, puisqu'ils ont élu Bachir Gemayel juste avant le massacre, en août, comme président de la République libanaise. Et c'est parce que Bachir Gemayel, agent d'Israël, avait été élu président de la République que le gouvernement syrien a décidé de l'assassiner. Et c'est l'assassinat de Bachir Gemayel qui déclenche ce massacre. Mais l'organisateur, le manipulateur de tout ça fut Sharon, puisqu'il a utilisé cet assassinat de Bachir pour dire que c'est les Palestiniens qui ont assassiné Bachir Gemayel, et donc il faut que les milices chrétiennes viennent se venger dans les camps palestiniens. Lorsque je n'ai écrit ce texte, il n'y a pas encore assez d'éléments pour pouvoir dire et prouver que c'était Sharon qui avait organisé tout ça. Bon, ce massacre a lieu en 82, donc vous imaginez, il y a plus de 34 ans. Depuis, les phalangistes eux-mêmes ont publié leurs archives et nous découvrons que avec Sharon, ils ont organisé tout cela aussitôt que janvier 82, donc au moins 9 mois, 8 mois avant le massacre. Ça, c'est pour vous mettre dans le contexte de pourquoi. Alors, pourquoi les images sont d'une telle cruauté? Parce que le massacre a eu lieu avec l'arme blanche. Il n'a pas eu lieu ni avec des bombardements. Beyrouth a été bombardée avec des bombes à napalm, des bombes à fragmentation, des bombes qu'Israël a inventées, qui s'appellent les bombes à implosion. Ça veut dire que la bombe est jetée, il y a un appel d'air tel que l'immeuble n'explose pas comme ça, il explose comme ça, vers l'intérieur. Et ça, c'était pendant les 3 mois. Et c'est pour ça qu'il raconte comment il a vu la ville comme un château de cartes effondré, parce qu'il y a des quartiers entiers qui ont été détruits. Mais le massacre lui-même, il est totalement d'une autre nature. C'est un massacre qui se fait en silence, parce qu'il n'y a que des couteaux, des poignards, des haches, et jamais ni d'armes, ni de mitrailleuses, ni d'aviation. Les Israéliens interviennent après le massacre qui dure 3 jours et 3 nuits avec leurs bulldozers pour essayer de faire disparaître autant que possible la trace. Et puis, comme ça dure longtemps, comme nous sommes au mois de septembre et qu'il fait encore 35 à 40 degrés, les corps sont en décomposition. Et lorsque les secours arrivent après 3 jours, parce que les Israéliens avant empêchent l'armée libanaise et les premiers secours de la Croix-Rouge libanaise de rentrer, lorsque finalement ils rentrent, à peu près au même moment où nous rentrons, ça veut dire vers le 18 septembre, c'est absolument insupportable sur le plan des conséquences de corps en décomposition, de plus de 3000 corps en décomposition, plus bien sûr tous les blessés qui gisaient encore par terre. Et donc le premier souci est un souci d'ordre sanitaire. Ça veut dire on met les corps dans les fosses communes, on les recouvre de chaux, on ne prend pas la peine ni de vérifier leur identité, ni même de calculer leur nombre, parce qu'un camp palestinien, c'est comme un quartier entier. Et à l'époque, il y avait au moins 50 000 personnes qui vivaient dans ce camp, parce qu'il y a déjà eu un autre camp qui avait été attaqué, où il y a eu 3000 personnes massacrées, qui est Al-Za'atar en 1976. Et beaucoup de survivants de Al-Za'atar étaient venus s'installer dans Shatila. Et il y avait aussi beaucoup de Libanais, parce que nous sommes à Beyrouth, nous sommes quand même les hôtes nous sommes recueillis par nos hôtes libanais, et donc beaucoup de gens qui sont, Shatila c'est une grande famille libanaise, et donc beaucoup de gens qui sont originaires de là pensent que c'est le moment où ils peuvent revenir pour eux aussi s'installer dans ce quartier, qui est un quartier libanais sur la route de l'aéroport. Il n'est pas vraiment dans la banlieue, il est dans la partie sud de la ville, avant l'aéroport même. Et donc, c'est pour vous dire pourquoi il parle tellement de la manière dont les gens ont été tués. Parce que c'était fait pour être quelque chose qui créait la terreur. C'est-à-dire, ce massacre avait une fonction politique. Il fallait terroriser les Palestiniens. Il fallait terroriser
par exemple, nous avons trouvé des femmes qui avaient leur carte d'identité libanaise dans les mains et le ventre ouvert par un coup de poignard. Et c'était vraiment des familles, la famille Miqdadi, par exemple, était très nombreuse là. Donc, on comprend qu'elles ont essayé de dire, mais on est Libanais. Et alors, moi, j'ai fait une enquête après, pendant un mois, j'ai parlé aux blessés. Et lorsque les femmes disaient, mais on est Libanaises, et les types leur ouvraient quand même le ventre pour les assassiner en leur disant, ça vous apprendra à vivre près des Palestiniens. C'est vous dire combien l'horreur peut être grande, et on pense à la banalité du mal et qui peut arriver même entre frères d'une même région du monde qui est le Moyen-Orient, lorsque la folie prend les hommes comme ça. Ce qui est très bouleversant pour moi, au-delà du témoignage d'une histoire qui n'a jamais vraiment été écrite, parce que vous imaginez, tout ça a lieu juste après le départ du président Arafat et de tous ses combattants avec leurs armes, parce que votre président, François Mitterrand, avait envoyé Claude Chesson pour assurer au président Arafat et aux combattants palestiniens un départ en dignité. Parce qu'Arafat refusait catégoriquement de partir humilié ou de s'avouer vaincu. Il ne sentait pas qu'il était vaincu. Mais en même temps, il savait qu'il fallait qu'il épargne ce qui restait de Beyrouth. Parce qu'il voyait Beyrouth s'effondrer et les gens, après 3 mois, vraiment épuisés, en particulier à cause du manque d'eau et de produits alimentaires. Et donc, le président Mitterrand a été le seul chef d'État qui a dit, même avant les Arabes, à dire « je vais envoyer la marine pour évacuer les combattants et le président Arafat vers la Grèce et puis de la Grèce vers la Tunisie ». Et Arafat a dit oui, mais à une condition, qui va protéger les civils dans les camps de réfugiés? Parce que ces Fedaïns, leur fonction n'était pas à Beyrouth de faire la guerre, puisque la frontière est à 100 km plus loin, mais à protéger la population civile. Et donc, le gouvernement libanais a dit, mais on va signer un accord qui va être garanti par les Français, François Mitterrand, par le ministre américain des Affaires étrangères, Philippe Habib, et puis le Premier ministre libanais. Et nous allons d'ailleurs, pour vous prouver que nous sommes sérieux, nous allons non seulement signer une garantie que rien ne sera fait à l'égard des civils dans les camps, tous les camps, mais on va même envoyer des forces multinationales américaines, françaises et italiennes qui vont venir dans les navires militaires pour descendre dans le port de Beyrouth et puis protéger les camps, s'installer autour des camps. Et puis, nous avons une seule condition, c'est qu'il faut remettre toutes les armes de ces Fedaïns, il faut les remettre aux autorités libanaises, parce que nous ne pouvons pas protéger des gens qui sont déjà là pour se protéger eux-mêmes. Comme il n'y avait plus de combattants, puisque les combattants sont partis à Arafat, c'est pour ça que la majeure partie des victimes sont des femmes et des enfants. Il n'y avait plus que les femmes et les enfants qui pensaient que ce sont les femmes et les enfants aussi des combattants, mais c'est des gens désarmés, des civils désarmés. Et ça, c'est ce contexte historique qui est terrible. Et je me suis toujours demandé, puisque j'étais là moi-même, pourquoi nous n'avons jamais réussi à faire ni un tribunal Nuremberg, ni un tribunal international, ni traîner ces meurtriers devant. Parce qu'on pense que 10 ans plus tard, Sharon est devenu ministre des Affaires étrangères et puis Premier ministre d'Israël. Et qu'il est venu à Bruxelles et à Paris et à New York, que c'était un personnage que tout le monde traitait comme un homme normal, élu démocratiquement par les Israéliens. J'ai souvent senti qu'un des malheurs des Palestiniens, c'est la vitesse à laquelle ils vont d'une tragédie à l'autre et que lorsque nous finissons d'une, nous n'avons pas le temps de nous remettre, de retrouver nos esprits pour pouvoir planifier. Alors comment voulez-vous qu'ils puissent s'occuper de Sabra et Shatila lorsque 1 an plus tard, les mêmes camps sont de nouveau assiégés par l'armée syrienne et les alliés de l'armée syrienne au Liban pendant 3 ans. Et la même rengaine recommence. C'est vous dire combien, lorsqu'on dit que peut-être de tous les Palestiniens, les réfugiés sont ceux qui ont payé le plus cher, et peut-être de tous les réfugiés, ceux de Liban, le prix le plus cher, c'est vrai.
En tout cas, il n'y a pas eu ni tribunal, ni jugement, ni même, je veux dire, moi, j'ai fait une enquête avec uniquement les blessés, parce qu'il y avait une telle confusion que on ne savait pas très bien qui étaient ces gens qui tuaient, d'où ils sortaient. Alors, certains étaient chrétiens, d'autres étaient musulmans, certains étaient du nord, d'autres du sud, parce qu'on reconnaît aux accents. Et en fait, je n'ai compris que longtemps plus tard, lorsque 2 journalistes américains m'ont donné le résultat de leur enquête, que c'était Sharon qui les avait choisis. Mais il avait choisi ceux qui avaient des vengeances à faire contre les Palestiniens. Parce que les Palestiniens aussi avaient fait des erreurs au Liban. Et donc, tout ça m'amène à vous dire qu'il y a quelque chose de presque de l'ordre de la prédestination, du qadar, comme on dit en arabe. Pourquoi cet homme qui était malade, qui avait déjà 74 ans, 75 ans, qui avait un cancer, que nous on voyait avec Mohamed à peine capable de se lever pour prendre son petit déjeuner, pourquoi cet homme qui était avec nous à Rabat, chez nous à la maison, il habitait à la maison, qui était vieux, malade, qui n'écrivait plus depuis 30 ans, pourquoi, lorsque, au bout des 3 mois de siège de Beyrouth, j'ai senti que maintenant qu'il y avait officiellement un accord avec les Américains et les Français, il fallait que je retourne dans la ville où je suis née, pourquoi il m'a mis devant l'ordre de l'amener avec moi? Et je lui dis, mais il est hors de question, moi. Il n'y a pas d'aéroport à Beyrouth, la ville est assiégée depuis 3 mois, je ne sais même pas dans quel état est l'appartement de ma mère, et tu n'auras pas la force. Il avait à peine la force de marcher. Il venait de passer plusieurs mois au lit dans notre jardin. Et j'ai dit non, hors de question, parce que je ne sais pas même si je vais arriver à Beyrouth, parce que je dois aller à Damas. De Damas, il faut que je trouve un moyen d'arriver à Beyrouth, et je ne peux pas. Tu vas être plus un fardeau pour moi qu'autre chose. Et finalement, c'est Mohamed qui a tranché, en me disant, mais tu es obligé de l'amener avec toi. Parce que tu vois combien il insiste. Je dis oui, mais tu ne réalises pas. Il me dit, mais écoute, de quoi tu as peur? Je dis, mais il va mourir dans mes bras. Il me dit, mais écoute, il vaut mieux qu'il meure avec toi dans tes bras à Beyrouth que seul dans son hôtel à Paris ou à Rabat, parce que c'est un peu son destin. Et ce qui s'est passé, c'est exactement le contraire. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est venu m'avertir très tôt qu'il y a un massacre. Je ne savais pas de quelle ampleur il était, sinon je ne l'aurais jamais amené avec moi. Et donc nous avons été... pour essayer d'avertir le président Arafat, pour avertir, parce que ça se passait là et les autres étaient déjà arrivés à Tunis. Et le choc de ce qu'il a vécu, au lieu de le tuer, l'a ramené à l'écriture. Parce que Genet n'écrivait plus depuis 30 ans. C'est la réalité, vous, les écrivains, vous savez tout ça, puisque vous connaissez la vie d'un des plus grands auteurs de France, et sûrement un de ses grands poètes, même si c'est de la prose. Il disait lui-même, je n'écris plus parce que je n'ai rien à dire. Ce que j'avais à dire, c'était lorsque j'étais en prison, et c'était ma seule manière pour sortir de prison, et après je n'ai plus eu de raison d'écrire. Et puis lorsque je le coinçais un peu en lui disant, mais tu as bien écrit des pièces de théâtre? Oui, mais ça c'est autre chose, c'était des commandes, disait-il. Mais c'est vrai qu'il n'écrivait plus. Et il s'est passé quelque chose d'incroyable, c'est qu'on a passé vraiment 4 heures et lui, il a été vraiment brûlé par le soleil parce que Genet ne sortait plus de sa chambre d'hôtel parce qu'il avait ce cancer qui le rongeait. Et donc, il est très blanc de peau, très blanc de peau, un peu comme une peau de bébé. Et c'est vrai que le soleil l'a brûlé. Et lorsqu'on est rentré, je pensais qu'il allait mourir du coup de soleil et du choc de ce qu'on avait vu. Et très, très vite, parce qu'il était comme ça, Genet, il savait exactement ce qu'il fallait faire par rapport à lui-même, se connaissait lui très bien. Il m'a dit, il faut que je parte vite. Et moi, j'ai pensé comme une imbécile, lui, il veut partir parce qu'il sent qu'il va mourir. Brûlé comme il était, malade comme il était, l'horreur de ce qu'on avait vécu. Et donc, je dis, je vais organiser un moyen pour que tu ailles à Damas, dans ce qu'on appelle, nous, le service, ça veut dire le taxi collectif. Et puis, de là-bas, tu prendras un vol direct sur Paris. Et puis, comme ça, parce que
je le connaissais et qu'il était toujours très taquin et malin. Je lui dis, tu ne vas pas faire maintenant le malin avec les barrages israéliens et les barrages des phalangistes sur la route. Parce qu'entre Beyrouth et Damas, il y a quand même 3 heures de route. Tu prends un taxi collectif, où il va y avoir des Libanais, d'autres personnes que toi. Toi, tu as un passeport français qui te protège, mais eux n'ont rien. Donc, tu ne commences pas à faire le malin avec les soldats. Et il m'a dit, d'accord, j'ai compris. Et puis, je ne sais pas pourquoi je lui dis, et si tu as quelque chose que tu as écrit, donne-le-moi, parce que je le ferai passer par la valise diplomatique. Parce qu'il était resté enfermé quand même 2-3 jours dans la maison, dans la chambre de ma mère. Et là, il me répond, et c'est la première fois que je comprends qu'il a écrit, « T'inquiète pas, j'ai tout déchiré en petits morceaux et j'ai tiré la chasse. » Et là, je me tape les mains sur la tête. Je dis, mais pourquoi tu les as déchirés? Et là, il prend son petit air malin et méprisant. Et il me regarde. Et il me dit, parce que tu crois qu'ils sont sur le papier? Et moi, bien sûr, je boucle ma grosse gueule. Je lui dis, bon, en tout cas, maintenant, va à Damas, on en parlera après. Puis, je l'oublie. Moi, je m'occupe de faire l'enquête. Je cours d'hôpital en hôpital pour savoir ce qui s'est passé. Et 1 mois après, je vais à Paris. Je vais directement le voir rue des Acacias, dans un crasseux appartement qu'il habitait. Et aussitôt que je rentre dans la chambre, Mohamed sait de quoi je parle, parce qu'entre un jour où il était complètement affaissé et mourant, et les jours où il était redressé et avec des yeux qui brillaient, un petit air malicieux, comme s'il avait à peine 30 ans, c'était le ciel et la terre. Il était là, assis dans son lit, avec ses yeux tout ronds qui brillaient. J'avais l'impression que même ses cheveux se dressaient sur la tête lorsqu'il était comme ça, plein de vitalité. Et il était plein de vitalité. Pas du tout l'homme que j'ai laissé 1 mois avant, qui était mourant. Et il me tend une liasse de papier blanc dactylographié. Il me dit, tiens, avant que je n'arrive, j'étais entre moi et la fenêtre. Mais d'une manière triomphale comme ça. Et c'était 4 heures à Châtillon. C'était déjà écrit, tapé à la machine. Et il avait quelque part triomphé contre la mort. Jacques Derrida, dans un débat au théâtre de Gennevilliers, il y a quelques années, a dit une phrase extraordinaire. Je ne sais pas comment il a eu l'idée, parce que lui, il n'est jamais venu à Châtillon. Une chose qui est tellement vraie et tellement belle. Il dit, la seule sépulture des morts de Sabra et Châtillon, c'est le texte de Genet, c'est 4 heures à Châtillon. Et c'est vrai, parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est trop long à expliquer, nous n'avons jamais eu l'autorisation ni de mettre un monument, ni de mettre une pierre tombale, ni d'ériger un monument aux morts comme vous faites en France ou en Europe. Et que le seul texte qui peut faire fonction d'une stèle, c'est le texte de Genet. Et je trouve que c'est magnifique. C'est tellement plus beau que toutes les stèles. Et je pense que si on peut dire pourquoi ce texte pour ce peuple, pour la littérature, pour l'histoire, porte une signification tellement extraordinaire, c'est que il est à la hauteur du moment historique et il est sur le plan de l'écriture quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est difficile de voir des massacres. Ils ont eu lieu dans toutes les guerres. My Lai, Oradour, malheureusement toutes les guerres portent leurs massacres, l'Algérie, le Cambodge. Mais Genet a ce que les poètes ont d'extraordinaire, c'est qu'ils regardent les morts et ils les voient verticaux, debout. Et vous avez remarqué, lorsqu'ils ont lu si bien le texte, avec quoi ils commencent? Ils ne commencent pas avec ce qu'ils voient, ils commencent avec la Jordanie. Pourquoi? Parce qu'en Jordanie, c'était des fédaïns qui étaient debout, qui étaient des résistants, qui se battaient, qui étaient beaux, qui avaient la tête relevée, qui étaient dignes, qui étaient fiers. Et il veut nous rappeler que même lorsqu'on est disloqué, comme vous lirez dans le texte lorsque vous le lirez, et c'est pour ça que c'est très bien que tu l'aies réimprimé, le texte, parce que en arabe, il n'avait jamais été imprimé. Il a été imprimé par Mahmoud Darwish dans une revue, mais uniquement pour les lecteurs de la revue. Maintenant, les lecteurs arabes peuvent le lire en entier, mais les lecteurs français peuvent le relire aussi. Et c'est extraordinaire de voir que
au moment où on s'attend qu'ils se mettent à parler avant tout de l'horreur, de ce qu'ils voyaient, ils parlent du moment où justement, parce qu'ils sont dans la révolte et dans la révolution, ils sont verticaux et debout. Et d'une certaine manière, ça donne un sens à leur mort. Et je crois que ceci est universel. C'est pas seulement les morts de la Palestine, c'est le mort de tous les peuples qui se sont battus pour leur dignité. Bonsoir. Vous devinez qu'il m'est très difficile de parler après Leïla, mais je vais quand même dire des petits mots. Alors, après le retour de Leïla, il m'a donné le texte Kataw Shatila, je l'ai lu, et j'étais vraiment surpris. Je n'avais pas une réaction politique. J'ai pensé vraiment à gêner l'écrivain qui est en retour pour l'écriture. Ça fait presque 30 ans qu'il n'avait pas écrit, et subitement un texte où j'ai trouvé les éléments essentiels de son écriture, c'est-à-dire la langue précise, soignée, les métaphores pour renforcer la description, les thèmes essentiels, l'amour, la mort, tous les éléments de ces poèmes et de ces romans étaient là, dans ce texte-là. Et en plus, c'est un texte composé de plusieurs genres. Il y avait un peu de reportage, un peu de romanesque, de narrative, les méditations, et puis la présence de sa mémoire. C'est ce que vous savez, ce texte appartient à ce qu'on appelle l'écriture de la mémoire, c'est-à-dire tout en faisant appel à ce que nous avons vécu, il y a une dimension qui transforme cette réalité et qui la rend plutôt du côté de la fiction. Et donc, plusieurs éléments donnent à ce texte la possibilité de dépasser la circonstance qui lui a inspiré. Et je trouve que vraiment un ami avec qui je discutais tout à l'heure, il m'a dit pourquoi tu as traduit ce texte. Je lui dis, j'ai senti l'urgence d'abord. J'ai pensé à ce que ce texte pourrait assumer la fonction de témoignage, mais de quelque chose outre le témoignage. Et je l'ai traduit pour la revue de Mahmoud Darwish, Al-Karmel, et il a eu des échos quand même à travers les autres pays arabes. Et donc moi je trouve que c'est ça l'avantage ou le talent de l'écrivain. Il doit et il peut dépasser les circonstances. On n'écrit pas un texte littéraire pour répondre à des circonstances limitées. Et Kataw Shatila réalise cet aspect profondément littéraire. Et on écrit, mais le rapport avec les mots, c'est pas seulement un rapport pour dire les choses, pour désigner les choses. On écrit pour découvrir des choses qui sont enfuies en nous-mêmes, d'abord, et puis pour établir un rapport avec le monde extérieur. Et je crois que Genet
avec sa position radicale, j'utilise la radicalité dans le sens positif, il a réussi à vivre tout seul contre le monde, mais avec une partie de ce monde marginalisé, opprimé, etc. Et donc, c'est ce rapport-là, essayer d'aller jusqu'au bout vers la vérité. Et cette insistance chez lui n'a jamais été ébranlée. Quand on lit sa vie, ses positions et tout ça, il avait cette intelligence. Il y avait d'abord la vivacité. La première fois que je l'ai vu, il avait presque 70 ans. J'étais surpris par sa vivacité et sa capacité de discuter. Quand il venait chez nous à Rabat, on commence à parler n'importe quoi, parce qu'à l'époque, il lisait tous les journaux marocains avec Le Monde et Libération, et on commence à discuter une demi-heure, une heure. Leïla se retire, moi je reste, et on arrive jusqu'à 11h, minuit. Il avait une force, malgré la maladie, et une présence d'esprit extraordinaire. Et donc, moi, quand j'ai relu son œuvre, c'est ça ce qui m'a frappé. C'est cette radicalité positive qu'il a réussi, sans concession. Sans concession. Et je crois que le fait qu'il a été un enfant retrouvé, etc., et qu'il a vécu une expérience très dure, douloureuse, il est arrivé au monde de l'écriture sans avoir une idéologie. Donc, sa préférence, ou bien son choix essentiel, c'était de regarder le monde tel qu'il est dans sa complexité et de prendre une position à la lumière de ce qu'il a vécu. Et c'est cela que c'est difficile de dire que Jean Genet défend une certaine idéologie. Même ses rapports avec les Palestiniens étaient conditionnés. Tant qu'ils sont révolutionnaires, je serai de leur côté. Si demain ils auront un État, c'est pas sûr que je serai de leur côté. Et je me rappelle toujours d'une phrase qu'il m'a dit, je crois que Leïla était avec moi, lui, il évitait de parler de la littérature. Moi, à l'époque, je m'intéressais plus à la littérature, des questions, mais il évite ça. Mais une fois, j'ai insisté et je lui dis comment tu es arrivé à l'écriture? Il m'a dit écoute, à l'âge de 15 ans, 16 ans, j'ai réalisé que je ne pourrais pas changer le monde. Donc, j'ai décidé d'écrire. Et cette expression m'a beaucoup frappé parce que il savait qu'il avait cette arme essentielle. Et tous les critiques français au moins le considèrent qu'il était parmi les grands écrivains. Et cette arme-là, il l'a bien utilisée, avec toujours une dimension ludique. Il était là et il était ailleurs en même temps. Et les interviews politiques qu'il a publiées dans le livre L'ennemi déclaré, ça reflète ça. Sans s'enfermer dans une position définitive, il avait cette possibilité de garder la liberté de mouvement. Et je crois que ce texte, comme l'a dit Leïla, était le noyau du Captif amoureux. Et Un captif amoureux, c'est un livre très important à mon avis. D'ailleurs, on trouve quelques lignes ou bien quelques paragraphes de Kator Chatila dans Un captif amoureux. Et je suis heureux que le livre Captif amoureux a été traduit par notre ami Kadem Jihad, une belle traduction, qu'il a été diffusée partout dans le monde arabe. Je vous remercie.
Peut-être un dernier mot sur l'hommage des femmes palestiniennes de Jean Genet, à la fois dans 4 heures à Shatila et dans Le Captif amoureux. Oui, je voudrais dire que, à côté de ce que vient de dire Mohamed sur l'écriture, ce qui est extraordinaire, c'était la capacité de cet homme qui, donc, je dis pour les jeunes qui ne le connaissent pas, qui a été un enfant abandonné par sa mère. Il y a en ce moment une très, très belle exposition au musée du MUSEM, du musée de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille, une très belle expo sur Genet et Giacometti, parce qu'il était très ami avec Giacometti, et donc le MUSEM a fait une exposition où on parle de Giacometti et de Genet. Il a fait un très beau texte sur Giacometti qui s'appelle L'Atelier, que Mohamed d'ailleurs a traduit aussi en arabe. Prochaine traduction à publier, puisqu'il n'a jamais été publié que dans une revue d'esthétique. Non, il a été publié en Égypte livre, et au Maroc. Oui. En livre Oui. Ah bon. Je ne l'ai pas dit. En tout cas, dans cette exposition, parce que l'exposition inclut beaucoup de manuscrits et d'archives et des films, et le magnifique Homme qui marche de Giacometti et les portraits que Giacometti a fait de Genet, il y a les 2 lettres que la mère envoie au directeur de l'assistance publique pour lui expliquer pourquoi elle est obligée d'abandonner son fils. Parce qu'elle a littéralement, lorsque la mère de Genet accouche et qu'elle n'a pas de mari et que le père de Jean ne le reconnaît pas et qu'elle est très pauvre, elle est laveuse, elle décide de mettre l'enfant à l'assistance publique parce qu'elle ne peut même pas le nourrir. Et elle écrit au directeur de l'assistance publique dans l'espoir qu'elle pourrait après le récupérer, ce qu'elle n'a jamais pu faire, parce qu'une fois qu'on confie, on ne peut pas reprendre l'enfant. Et donc ces 2 lettres magnifiques sont dans l'exposition. Mais je crois qu'à partir du moment où il vit, puis donc il est envoyé comme ça se faisait à l'époque, à partir de l'assistance publique, il est après confié à une mère nourricière qui est dans le Morvan, et il grandit dans le Morvan, dans cette famille de paysans du Morvan. Et comme tous les enfants paysans, il est dans la chorale de l'église, dans un milieu très catholique, d'où, rappelez-vous, donc un peu aussi la Palestine, la Terre Sainte, c'est pas étranger. Et puis, il commence à faire des petits larcins, il vole des livres d'ailleurs. Et il l'envoie en prison pour avoir volé une orange, avoir volé un livre, avoir volé un billet de train. Et finalement, pour échapper à la prison, il s'enrôle dans l'armée française. Il est envoyé avec le général Gouraud à Damas. Et c'est là qu'il découvre la culture arabe. Et il est bouleversé parce que dans cette découverte de petits soldats à Damas, il découvre une qualité de vie, une chaleur humaine, une simplicité. Les types lui disent viens, assieds-toi, viens jouer avec nous au tric-trac. Il lui donne des cigarettes, il se promène avec lui dans Souk el-Hamidi. C'est une découverte d'une autre manière d'être dans la vie. Et il est conquis. Et je pense que son amour du Maroc, son amour de la culture arabe, son amour de la Méditerranée, parce qu'il aime beaucoup aussi la Grèce, c'est aussi tous ces lieux où les rapports humains sont d'une chaleur, d'une sensualité. Ne vous me prenez pas, ce n'est pas nécessairement parce qu'on peut avoir des aventures amoureuses. C'est au-delà de l'amour. C'est une forme, comme il dit très bien dans le texte, aussi d'esthétique. Ça veut dire d'une qualité de relation humaine qui n'empêche pas l'amour, bien sûr, mais ne se contente pas seulement de l'amour. Et donc, je pense que ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'il va à la demande de un de nos représentants malheureusement assassiné à Paris, Mahmoud El-Hamshari, qui lui demande en 1970 d'aller en Jordanie pour témoigner des massacres entre l'armée jordanienne et les combattants palestiniens, la raison pour laquelle il reste 6 mois au lieu d'1 semaine, c'est qu'il est absolument transporté de bonheur de rencontrer la forme de relation que les gens vivent entre eux. Et à commencer par les femmes. Parce qu'au début, il ne va pas dans les bases des combattants, il va dans le camp de Baqa et de Erbed. Et dans le camp de Baqa et de Erbed, comme d'habitude, il y a les femmes et les enfants parce que les hommes sont au combat. Et il adore ces femmes. Alors, une des premières choses qu'il raconte sur ces femmes,
dans un captif amoureux, qui est le grand livre. Moi, je dirais que Qatr al-Sheila, c'est le prologue d'un captif amoureux. C'est pas le cœur, c'est le prologue. C'est l'introduction, c'est le début de ce qui va l'entraîner à revenir, comme tu dis, sur ce qui est l'écriture de la mémoire, qui sont les 6 mois qu'il a passés avec les Fedayines, et où il a commencé par voir les femmes qu'il a adorées dans les camps, et après les combattants qu'il a beaucoup aimés dans les bases, qui sont dans la vallée du Jourdain, qu'on verra dans le film demain. Et donc, les femmes, alors bien sûr, comme dit Mohamed, il nous a épuisés de conversation pendant 10 ans, parce que lui, il ne se fatiguait jamais, et nous, on était KO. Et alors, dans une des nombreuses conversations, je finis par lui dire, mais qu'est-ce qui a attiré ton attention? Il me dit, par exemple, lorsque, on était encore dans un massacre en Jordanie, 30 000 morts en Jordanie, 30 000, 3 000 à Shatila, mais 30 000 en Jordanie. Donc c'était encore 10 fois plus grand. Et il va dans le camp de Baqa, et il y a le branle-bas de combat, parce qu'il faut se protéger, parce que l'armée jordanienne tire sur les Palestiniens, et les femmes font des trucs avec les sacs de sable et tout. Et il y a des morts, hein, il y a des victimes. Et il dit qu'un jour, il le raconte très bien dans un captif amoureux, il est dans le camp et il faut savoir par où aller dans les ruelles pour ne pas être ouvert aux francs-tireurs. Il voit 3 femmes fortes avec leurs robes brodées, leurs plastrons brodés. Elles ont toujours le dos bien droit. Et elles sont là à parler. Alors ça me rappelle ce que Caroline disait sur cette langue qu'on ne connaît pas et on entend les voyelles. Il adorait. Vous allez voir dans un captif combien de fois il parle de ces sons qu'il ne comprend pas mais qu'il entend. Et elles sont en train de parler avec le A et le Kha et le Ha et le Dad. Et puis elles sont là et elles tapotent sur un truc sur lequel elles sont accoudées. Et lui, parce qu'il, comme dit Mohamed, il était en train de scruter la réalité dont il voulait parler. C'est pour ça qu'il ne s'intéressait pas à autre chose. Il ne voulait pas voir ni les critiques, ni les éditeurs, ni les collègues, ni rien. Et parce qu'il fallait qu'il se concentre à regarder la réalité dans son plus petit détail. Donc, il regarde leurs doigts qui tapotent. Et après, soudain, Eureka, il comprend sur quoi elle tapote. Elle tapote sur des cercueils. Et il n'a jamais su si dans le cercueil il y avait encore les morts qu'il fallait aller enterrer ou c'était le cercueil vide pour qu'on y mette les morts, les Fedayines tués par l'armée jordanienne. Mais il a adoré la capacité de dédramatisation de la mort. Parce que c'est sûr que ce qui l'a le plus obsédé toute sa vie, c'est ça. Et c'est pour ça que lorsqu'il se retrouve avec les cadavres décomposés des morts, il dit « j'étais pas dégoûté, j'avais pas de nausée, même moi je trouvais qu'il était presque trop... Moi j'arrivais pas parce que les odeurs étaient tellement terribles que c'était insupportable. » Et lui, on a l'impression qu'il a vécu avec cette idée de la mort telle qu'il dit « il m'était familier ces cadavres décomposés ». Et les femmes, comme il dit, il a senti, et c'est pour ça qu'il parle de la beauté de la révolte. Il ne parle pas des munitions qu'il y a dans le Kalachnikov. Il parle de ce qu'il appelle secouer les traditions, secouer les conventions, avoir le courage de changer les règles de la société. Et il dit, on peut le dire de beaucoup de femmes dans le monde arabe, le printemps arabe c'est avant tout l'œuvre des femmes, c'est qu'elles étaient les premières à être prêtes à remettre en cause l'ordre social imposé par la société. Parce que ça, pour lui, c'est beaucoup plus important que d'aller faire les opérations militaires dans les bases. Et je pense que c'est là où il a vu une forme de modernité, une forme de capacité d'assumer. Et bien sûr, ça l'a attiré. Après, il a exigé qu'il fallait qu'il aille partout, inclus dans les bases des Fedayines. Et donc, il a dit, si vous voulez que je veux une lettre de Arafat qui dit que je peux aller partout. Arafat lui a donné une lettre qui dit que cette personne, porteuse de cette lettre, peut aller partout, fourrer son nom là où il veut. Et donc, il a été vivre avec les combattants dans les bases, parce que les combattants étaient des groupes de combattants dans la vallée du Jourdain qui vivaient ensemble. Certains, chacun à leur tour, allaient faire des opérations en Israël, et d'autres étaient là pour soutenir ceux qui allaient. Et là, il a été réellement, comme le titre du livre le dit, un captif amoureux. Amoureux dans le sens, encore une fois, il n'a jamais eu d'amant palestinien, mais
il a été heureux des formes de relations humaines qu'il a vues entre ses combattants, inclus des choses très drôles, comme par exemple qu'il y avait une chose interdite par le commissaire politique, à ton avis, le jeu de cartes. Jeu de cartes interdit, parce que c'est un jeu de hasard et de machin, et il y a de l'argent dedans, etc. Donc c'est interdit. Alors un jour, il est dans une de ses bases, et puis il les voit tous assis autour du feu, il joue aux cartes. Et puis il les regarde, et puis il regarde leurs mains, il y a ceux qui passent, ceux qui vont, puis il n'y a pas de cartes. Et il trouve que c'est absolument génial. Il joue aux cartes sans cartes. Et lui, il trouve que ça, c'est génial. Et il était très ami avec le commissaire politique, Dr Mahjoub, qui est maintenant décédé, qui était un communiste égyptien extraordinaire, qui, après être sorti de prison où Nasser l'avait enfermé, il a été rejoindre les Fedaïnes. Et c'était lui qui avait interdit les cartes. Et lui, il est parti chez Mahjoub pour lui dire « Tu crois que tu leur as interdit les cartes? Eh bien, ils font des parties de 3 heures chaque soir, sans cartes. » Je vous propose de continuer cette partie de cartes dès demain à la Cinémathèque à 19h30 avec ce très beau film de Richard Vindo, Jeunet à Chatila, où vous pourrez retrouver Leïla et Mohamed Berda, j'espère. Je vous remercie beaucoup. Je suis obligé de libérer cette salle, mais Mohamed et Leïla vont se plier à l'exercice de la dédicace. Et peut-être qu'on pourrait faire ça à l'extérieur, vous serez mieux. Merci.